Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre cours sur les généralités du système articulaire. Maintenant, on va voir les structures d'adaptation, les ménisques, le bourrelet. Nous allons voir les disques intervertébraux, des notions concernant l'anatomie fonctionnelle et l'aspect clinique de ce système. Tous ces supports sont dans la description. Vous allez les retrouver avec mes liens des réseaux sociaux. Pour me contacter, je serai là pour vos questions et vos propositions. Donc, pour les structures d'adaptation, donc et prenez note, ce sont des fibrocartilages, donc pas du cartilage, c'est du fibrocartilage. Ce sont des structures interposées entre les surfaces articulaires, ils sont intrasynoviales. Comme vous pouvez dire là, il s'agit là d'une diarthrose, il s'agit d'une articulation synoviale. Donc, voilà votre membrane synoviale en rouge, voilà votre capsule ligamentaire là en mauve. Vous allez voir tous ces notions-là en 5e année lorsque vous allez engendrer votre module de rhumatologie. Donc, ce qui est en bleu là, ça c'est du cartilage, mais ce qui est en jaune là, ça c'est du fibrocartilage. Faites attention à confondre entre les deux. Ce fibrocartilage peut être soit un ménisque, vous allez voir les ménisques lorsqu'on va voir l'articulation bien l'arthrologie du membre inférieur et les arthroses en 5e année. Ce fibrocartilage peut être du labrum, et on a deux que vous allez voir dans votre première année. Ça, c'est du labrum glénoïdien retrouvé au niveau de la glène, ou bien au niveau du scapula, voire deuxièmement le labrum acétabulaire que vous allez retrouver dans l'os iliaque, parce que vous allez voir l'articulation coxo-fémorale. Ou bien, il peut être d'un disque. Donc voilà votre disque intervertébral. Vous allez voir ça dans la spondylodicite en 5e année. Vous allez le voir dans les hernies discales, toujours dans votre module de rhumatologie. Tout ça, ce sont pas de cartilage, on répète, ce sont des fibrocartilages. Le rôle de ces derniers, donc voilà, c'est la congruence et l'adaptation. Vous allez voir le prochain cours, le rôle de labrum glénoïdien ou bien le bourrelet glénoïdien, c'est d'augmenter la surface, d'augmenter la concavité et de faciliter les mouvements de circonduction concernant l'épaule. Tout ça, nous allons voir dans nos prochains cours. Donc, c'est la congruence et c'est l'adaptation des surfaces articulaires. Si on vous pose la question, citez-vous les structures d'adaptation, vous avez premièrement les ménisques. Voilà là, c'est une lame fibrocartilagineuse. Elle est intra-articulaire. Elle a la caractéristique d'être mobile. Par contre, au bourrelet, faites attention, le ménisque, voilà, ça c'est son emplacement, ça c'est du ménisque médial, et ça c'est latéral. Ce sont des structures fibreuses, fibrocartilagineuses plutôt, intra-articulaires, et ils sont mobiles. Par contre, le labrum, là, voilà, tout ce qui est coloré, bien sûr, ce sont des notions à retenir. Ou bien le bourrelet, l'exemple là, c'est le bourrelet glénoïdien retrouvé dans la cavité glénoïde dans la scapula. Donc, vous pouvez dire que c'est un anneau fibrocartilagineux. Il est intra-articulaire, intrasynovial, bien sûr, mais il est fixe. Ça, c'est la différence si on vous pose la question entre un bourrelet et un ménisque. Si on vous pose la question. Dernièrement, et troisième variété, vous pouvez cocher les disques intervertébraux. Ce sont des cloisons fibrocartilagineuses intra-articulaires. Donc voilà l'articulation intervertébrale. Donc tout ça, ce sont des structures d'adaptation, de congruence et d'adaptation pour les articulations. Quatrièmement, donc le titre le plus important, c'est l'anatomie fonctionnelle et les mouvements. Donc, toujours, ou bien dans toutes les articulations, dans tous les chapitres qu'on va voir, dans tous les cours, concernant soit l'articulation de l'épaule, soit l'articulation du coude, voire l'articulation du poignet et même des doigts, vous êtes censé de connaître les mouvements et surtout les axes et les plans du mouvement. Donc, c'est ce qui est acquis, ce sont les compétences que vous allez acquérir dans ce deuxième chapitre. Donc, le degré de mobilité, il varie de 0 degré à 180 degrés. Et il s'agit de plusieurs mouvements qui se font sur plusieurs axes et sur plusieurs plans. Ça vous fait rappel au premier cours concernant les 3 axes et la position 0 anatomique. Voilà. Nous avons premièrement le mouvement de flexion, extension. Vous allez voir ces mouvements de flexion, extension. Ça, c'est indiqué dans votre support. C'est l'articulation. Gléno-humérale, c'est l'articulation de l'épaule. Voilà. Le mouvement d'élévation de bras
bien du membre supérieur, ça c'est de la flexion. Et voilà, l'éloignement, ça c'est l'extension ou bien la rétropulsion. C'est de la même nomenclature. Donc, elle se fait dans un plan qui est sagittal. Donc, ça, ce qui est à écrire, ce qui est à noter. Donc, les mouvements de flexion et extension du membre supérieur se fait dans un plan sagittal et dans un axe ou bien sur un axe qui est transversal ou bien horizontal. Donc, premier mouvement, flexion et extension. Ça, c'est la flexion et l'extension du l'articulation gléno-humérale. Et voilà, donc ça, c'est la flexion et l'extension pour les articulations cervicales, pour la colonne cervicale. Flexion, extension de la tête. Elle se fait, on répète, dans un plan sagittal sur un axe. Tout ça, on va détailler prochainement sur un axe transversal. Là aussi, il s'agit de l'articulation temporomandibulaire. Vous allez voir ça lorsque vous allez engendrer la tête osseuse, lorsque vous allez engendrer votre module, bien votre unité du système nerveux central, bien de neurologie. Donc ça, c'est l'ATM, l'articulation temporomandibulaire. C'est l'articulation la plus mobile. Elle nous permet de la parole, elle nous permet de la mastication. Il s'agit d'une élévation, un abaissement. Donc aussi, si on vous pose la question, l'ATM aussi présentera ce mouvement. Elle se fait dans un plan sagittal sur un axe, le voilà, un axe qui est horizontal. Deuxième mouvement. Donc, ça vous fait rappel aussi au premier cours d'anatomie. Donc, l'éloignement. Donc, ça concerne le membre supérieur, l'éloignement du membre par rapport à l'axe du corps. Ça, c'est de l'abduction. Toujours là, voilà, l'abduction de l'articulation de l'épaule. Et le rapprochement de cette dernière, ça, c'est l'adduction. Cette dernière, elle se fait, notez-vous bien et différenciez cette dernière entre flexion et extension. Elle se fait dans un plan qui est coronal ou bien un plan qui est frontal sur un axe qui est antéro-postérieur. Donc on répète, flexion, extension se fait dans un plan sagittal suivant un axe qui est transversal ou bien horizontal. Par contre, ne confondez pas, abduction et adduction du membre supérieur, elle se fait dans prenons l'exemple de l'épaule, dans un plan qui est coronal ou bien frontal, suivant un axe qui est antéro-postérieur. Là aussi, donc c'est l'abduction et l'adduction de la main. Donc voilà, ça c'est l'abduction de la main, c'est l'éloignement de la main concernant l'axe de diaphyse. Nous allons voir ça dans l'articulation du poignet. Ou bien, ça c'est l'adduction, c'est le rapprochement de la main vers le centre du corps. Et voilà, donc ça, on répète tout ce qui est latéral, tout ce qui pousse, ça c'est latéral. Éloignement, ça c'est de l'abduction. Rapprochement là, c'est l'adduction ou bien l'inclinaison intérieure. Autres mouvements qui sont caractéristiques du membre supérieur aussi, c'est la rotation médiale et la rotation latérale. Donc voilà, donc ça c'est de la rotation médiale en bleu. Et voilà, ça c'est de la rotation latérale. Ils sont assurés par des groupes musculaires disposés en antérieur et en postérieur. Tout ça, on va détailler dans la musculature et la myologie concernant le complexe de l'épaule. Donc là, vers le corps, c'est la rotation médiale. En dehors là, ça c'est votre rotation latérale. Toujours pour le membre supérieur, j'espère que vous vous souvenez de ces deux mouvements qui sont la pronosupination. Donc, pronation, c'est de faire prendre. Donc, la paume de la main regarde en bas. La face dorsale en haut. Ça, c'est la pronation. Et si la paume de la main, elle regarde en haut, donc ça, c'est votre supination. Ils sont rassurés par les deux articulations qu'on va détailler deuxièmement. C'est l'articulation radio-ulnaire proximo-disto et le rôle principal du l'avant-bras. C'est ces deux mouvements. J'espère que vous vous souvenez de votre cours concernant les deux os de l'avant-bras, radius et ulna. On avait parlé de ces deux notions de pronom et de supination. Et le terme là, la circonduction, c'est l'association de tous ces mouvements qu'on a dit précédemment.
et l'articulation qui peut exécuter ce mouvement de circonflexion de façon plus libre, de façon très mobile, bien sûr. Si on vous pose la question, c'est l'articulation de l'épaule qui est l'articulation la plus mobile, mais qui est malheureusement la moins stable ou bien qui est une articulation instable. Donc, dernier mouvement, ça c'est la circonflexion. Donc, c'est le mélange de tous les mouvements qu'on a vu déjà cités précédemment. Donc, ça c'est pour l'anatomie fonctionnelle. Et dernièrement, pour l'aspect clinique, si on vous pose la question, ça vous allez voir en 5e année dans votre module de traumatologie, c'est les moyens d'exploration. Donc, une simple radiographie standard peut être très utile dans la détermination des fractures. Pour les gens qui sont curieux, consultez-vous la série des vidéos concernant les modules. Le module d'orthopédie, c'est toujours disponible. Tous les fractures là que vous êtes, ou bien que qui intéresse tous les segments qu'on est en train de parler, qu'on est en train de détailler, sont vous trouvez dans ces vidéos. Donc, premièrement, ça c'est la radiographie standard. Deuxième moyen, ça c'est l'arthro-scanner, la TDM. Tout ça, vous allez revoir les années prochaines. Troisième moyen, c'est l'arthro-IRM. Donc, l'IRM aussi fait partie des moyens d'exploration en rhumatologie. Quatrièmement, ça c'est l'arthrographie par injection de produits de contraste. Et là, voilà, ça c'est l'arthroscopie. Souvent, cette dernière, elle est utilisée pour évaluer l'état des ménisques qu'on a déjà cités précédemment. Donc, vous allez voir ça dans le cours concernant les arthroses et les lésions disques et méniscales en rhumatologie. Donc, les moyens d'exploration sont donc la radiographie standard, premièrement, très utile pour les fractures, l'arthroscanner, la TDM, l'arthro-IRM, deuxièmement, et l'arthrographie par injection de produits de contraste pour rechercher l'intégrité de la capsule. S'il s'agit du produit de contraste qui est à l'intérieur, c'est une capsule qui est intacte. Lorsqu'il s'agit d'une excavasation, ou bien une un échappement de ce liquide ou bien de ce produit de contraste en extracapsulaire, il s'agit d'une lésion de la capsule articulaire. Tout ça, vous allez voir en 5e année. Et voilà, l'arthroscopie surtout utilisée, vous êtes en train de voir. Là, voilà un examinateur qui est en train d'évaluer l'état de dégénérescence et les lésions méniscales. Vous allez voir ça dans l'arthrose. Pour la pathologie, vous avez soit des fractures, qui sont les cassures des extrémités. Consultez-vous. Donc, si on dit qu'il s'agit d'une fracture ou bien d'une solution de continuité des os, consultez-vous le premier cours sur des généralités sur les fractures. Toutes ces notions-là sont disponibles dans ce dernier. Ou bien vous pouvez avoir des luxations. Et bien sûr, voilà, l'articulation qui est la plus vulnérable à luxation, la plus luxable, c'est l'articulation de l'épaule, l'articulation gléno-humérale. On répète. Donc, on dit qu'il s'agit d'une luxation ou bien d'une perte de contact entre deux surfaces articulaires. Voilà, une luxation de l'épaule. Voilà, une luxation de la hanche. Cette dernière, elle peut être une luxation soit congénitale, vous allez voir ça en pédiatrie, ou bien peut-être une luxation pathologique suite à un traumatisme. Tout ça, vous allez voir dans les luxations du membre inférieur ou bien luxation de la hanche. Donc, vous avez des fractures, vous avez des luxations, ou bien vous pouvez être devant une entorse. Cette entorse, vous avez deux variétés, ça c'est pour vous. La première, on dira qu'il s'agit d'une entorse bénigne. C'est un étirement seulement de ligaments. Donc, les ligaments aussi sont intéressés par les pathologies. Pas seulement la capsule, pas seulement les surfaces articulaires, pas les disques, pas seulement les ménisques. Aussi, les ligaments sont intéressés par les pathologies. Vous avez l'entorse. S'il s'agit d'un étirement, vous allez dire que c'est une entorse bénigne. S'il s'agit d'une rupture du ligament, comme c'est illustré là, malheureusement, ça, c'est une entorse dite maligne. Voilà, l'arthrose. Donc, c'est l'altération, c'est la dégénération du cartilage articulaire et même des disques, bien des ménisques lorsqu'il s'agit d'une articulation, bien de l'articulation fémoro-tibiale. Donc là, vous êtes en train de noter un cartilage intact, disque, bien des ménisques qui sont intacts. Et voilà, donc ça, c'est les lésions. Donc, ça, c'est une articulation saine. Ça, c'est une
arthrose du genou. Vous allez voir ça dans les deux cours concernant les coxarthroses, concernant l'articulation coxo-fémorale, ou bien la gonarthrose, ou bien on dira qu'il s'agit d'une arthrose du genou. Donc, arthrose du genou, gonarthrose, c'est de la même nomenclature. Vous pouvez la noter dès maintenant. D'autres pathologies, vous allez revoir tous ces notions-là en rhumatologie. Donc, c'est l'arthrite. Exemple là, c'est la PRR. Notez ça dès maintenant. La polyarthrite rhumatoïde, qui est une inflammation articulaire d'origine soit infectieuse. Vous allez voir ça dans le cours. L'arthrite septique, c'est toujours disponible en rhumatologie. Ou bien peut-être d'origine rhumatismale. Et c'est de la pathologie rhumatismale la plus répandue pour le membre supérieur, c'est la PRR. Ou bien c'est de la polyarthrite rhumatoïde. C'est une pathologie dite rhumatismale. Parfois, c'est du sang qui est à l'intérieur de la cavité articulaire. On dira qu'il s'agit d'une hémarthrose. Vous allez voir cet aspect d'hémarthrose lorsque vous allez engendrer votre module d'hématologie en cas d'hémophilie. Souvent, les localisations d'hémophilie, donc l'accumulation du sang à l'intérieur de la cavité articulaire, à l'intérieur de la synoviale, vous allez dire qu'il s'agit là d'une hémarthrose. Et comme il s'agit d'une hémarthrose, il s'agit là d'une hydarthrose. Donc, c'est l'excès de la synovie dans une articulation. Donc, et vous allez dire là qu'il s'agit d'un kyste ou bien il s'agit d'une hydarthrose par excès de liquide synovial. Donc, ça, ce sont les pathologies à rechercher. Vous allez revoir tous ces derniers en rhumato. Donc, ça, c'était des généralités, des notions de base concernant le système articulaire. On va enchaîner prochainement l'articulation gléno-humérale, l'articulation de l'épaule comme prochain intitulé. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage toujours dans vos préparations. Contactez-moi pour vos propositions et vos questions. À la prochaine, chers étudiants.